Pour parler armée, Donald Trump a fait des annonces spectaculaires, comme à son habitude, hier, sur le budget des armées aux États-Unis. Plus 50% du budget des armées là-bas. Est-ce qu'on peut d'abord voir comment il compte y arriver, tout simplement, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Je reprends les chiffres. Aujourd'hui, le budget militaire américain, c'est 900 milliards. Il veut le porter à 1500 milliards d'ici 2027, c'est demain. Avec un déficit qui est toujours de plus de 1000 milliards de dollars. Donc concrètement, comment on fait, Ryan Nezar? Où est-ce qu'il trouve l'argent? En effet, déjà pour repartir des éléments de contexte, aujourd'hui le budget, quand je dis aujourd'hui 2025, c'était 900 milliards de dollars le budget militaire américain. C'était déjà un budget plus élevé que la somme des budgets des 9 pays, des 9 puissances militaires suivantes. Ah oui. La Chine, l'Inde, la Russie, la France bien sûr, le Japon, le Royaume-Uni, etc. Donc c'était déjà de très loin le budget militaire le plus élevé au monde. Il passe à 1000 milliards en 2026 avec le premier budget du mandat Trump 2. Oui. Et donc l'annonce, c'est de le porter à 1500 milliards dès 2027. Moi, j'y vois 3 choses. La première, c'est d'abord un signal géopolitique. C'est-à-dire que la dernière fois que les États-Unis d'Amérique ont consacré autant d'efforts budgétaires à leurs armées, c'était durant la décennie des années 2000, oui, à la faveur de 2 engagements étrangers majeurs, enfin majeurs à l'étranger, l'Afghanistan et l'Irak. Oui. Donc ça signifie au plan géopolitique qu'ils se donnent les capacités d'avoir d'autres interventions, d'autres engagements. Ça, c'est le premier point et qu'il faut prendre, je pense, très au sérieux de la part des Européens. Le deuxième, c'est comment il va y parvenir au plan budgétaire. Il y a 2 options. La première, c'est de couper dans d'autres dépenses, et ça va être très difficile, parce qu'en fait, le budget de l'État fédéral américain, c'est en gros 2000 milliards de dollars de dépenses qu'on appelle discrétionnaires. Oui. Donc il va falloir qu'ils coupent 50% des autres dépenses discrétionnaires. Ça veut dire des arbitrages... l'éducation, la santé, la justice, les vétérans, les transports. On voit que c'est pas facile. L'autre option, c'est de créer de la dette. Et c'est peut-être en partie ce qui va se faire. Et le dernier point, il est plus politique, électoral. On est évidemment à quelques mois des élections de mi-mandat qui se tiendront en novembre pour l'élection des représentants à la Chambre et du parti des sénateurs. Le sujet pour le président américain, c'est aussi d'envoyer un signal électoral et de dire, avec moi, le budget augmentera de 50%, aux démocrates ensuite de se positionner. Mais je pense qu'en tout cas, vu des Européens, il faut prendre ça très au sérieux, et on en parlera sans doute, mais il faut que l'Union européenne muscle sa réponse, et militaire, et industrielle, et géopolitique. On sait ce qu'il veut faire avec cet argent, Denis Père? Oui, il veut faire 2 choses. Il veut faire le Golden Dome, qui est l'équivalent américain de ce que font les Israéliens. Il a été très impressionné par l'Iron Dome, oui, à se protéger. Et il veut faire donc un dôme de protection, contre des antimissiles venant du sol, mais également des satellites, qui est forcément la menace qu'on a aujourd'hui. Et puis, il veut faire aussi des cuirassés, qui coûtent 9 milliards pièces, au lieu de 2 milliards pour la génération des cuirassés Trump, qui coûtent 9 milliards. Alors après, pour mettre quand même les choses en perspective, effectivement, vous l'avez rappelé justement, les 1500 milliards, c'est 4,6 points de PIB, c'est ce qu'effectivement ils dépensaient dans la défense en 2011 et 2012. Mais c'est encore très inférieur à ce que les Américains dépensaient en 82, à la fin de la guerre froide, à la fin de l'ère Reagan, où ils étaient à 6,8 points de PIB. Donc c'est finalement révélateur effectivement d'un mouvement géopolitique qui est absolument majeur, qui est tout simplement la rivalité avec la Chine. Enfin, c'est ça le sujet. Le sujet majeur, c'est ça. Oui, il faut être clair. C'est que la Chine est la puissance émergente qui défie les États-Unis avec une capacité technologique phénoménale, avec une capacité d'exécution phénoménale aussi, qui fait que l'Amérique se sent aujourd'hui menacée et décide effectivement de réagir. Donc c'est ça la logique. Après, la façon de le financer, oui, il y a tous les volets que vous avez évoqués. Il y en a un autre qu'il a évoqué aussi, qui sont les fameux droits de douane, où il espère utiliser les droits de douane pour financer, mais c'est pas suffisant, et puis avec des aléas. Il y a beaucoup d'utilisation pour ces droits de douane. C'est ce qui veut aussi réduire le déficit. Faire un chèque de 2000 $. Il y a beaucoup de choses. Faire un chèque, exactement, aux citoyens américains. Il y a effectivement une vraie menace chinoise qui est prise au sérieux. Face à ça. Et on verra ce que dit la Cour suprême aujourd'hui, qui plus est. Donc, accessoirement. Ludovic de Sauté, où en est l'Europe face à ça? On avait un grand plan annoncé il y a un an, Vous allez me trouver défaitiste ce matin. C'est pas l'esprit qui m'anime. Non, c'est-à-dire que je pense que ce qui nous unit, c'est d'être dans un constat et qu'on adorerait fêter ensemble toujours une victoire économique et de réussite dans ce pays. Il y en a. Et sur ce continent, j'allais dire, l'Europe, alors il y a des mots communs avec les États-Unis, mais il y a des mots qui sont plus forts ici. D'abord, pendant la situation de la France, tout ça on l'aborde avec un budget dont on parlera tout à l'heure. Oui. Voilà, donc les marges sont ce qu'elles sont. Voilà. Mais c'est un premier phénomène.
Et j'allais dire peut-être plus grave aussi, c'est que peut-être contrairement aux États-Unis, l'Europe n'a pas encore compris si elle devait construire un dôme, contre qui elle le fait. C'est ce qui est le plus embêtant, parce que faire un dôme, c'est pas très compliqué, ça coûte de l'argent, mais après, contre qui on l'oriente? Et j'allais dire, aujourd'hui, l'Europe ne sait même pas si elle doit l'orienter contre la Russie, ce qui serait le réflexe naturel, contre la Chine, ce qui est probable, voire contre les États-Unis, ce qui devient possible. Oui. Donc c'est un premier défi. Ça donne 3 bonnes raisons de construire un dôme. Oui, mais c'est hein. pas le même. On les multiplie en ce moment. C'est pas le même. On n'a pas affaire en face à la même niveau technologique. On n'a pas affaire au même jeu stratégique. Et j'allais dire, pendant que les vraies questions sont là, avec des technologies de rupture, nous, on en a à se battre. Est-ce qu'il faut faire un avion européen, SCAF, tatati, tatata, alors que probablement dans 30 ans, il n'y aura plus un seul pilote de l'armée, mais que des drones. On en est en train encore de prendre des photos souvenirs un peu sépia du Charles Leclerc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et de se dire, quelle bonne idée de faire un porte-avions. Voilà, donc en fait, il y a un énorme problème qui n'est pas spécifique à la France, à mon sens, mais qui est aussi européen, c'est que pour l'instant, notre logiciel de pensée, c'est pas juste une question d'argent. Le logiciel, la façon d'aborder, n'a pas été posé sur ce continent. Et ça, c'est bien plus grave quand on discute avec les stratèges, on discute avec les experts. Nous n'y sommes pas aussi. Bon, on a quand même des budgets en augmentation. Globalement, le plan ReArmEU, c'était 800 milliards de mémoire. Oui, ce qui a annoncé de la Commission européenne, c'était l'an dernier au mois de mars, c'était effectivement 800 milliards. Alors, c'était un chiffre un petit peu gonflé à la testostérone, si vous me passez l'expression, parce que en fait, plus de 3/4 reposaient sur les budgets nationaux. Les efforts nationaux, mais c'est ça, il n'y a pas véritablement de défense européenne. On fait en France quand même, mais et ce que font les Allemands également. Il y avait 150 milliards d'euros de prêts, avec une innovation, c'est pour ça que effectivement... l'Europe a du retard, mais il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Une innovation qui était de dire 65% des commandes doivent porter sur une préférence industrielle européenne. Ce qui pose la question de l'industrie de défense européenne. C'est la première fois que la Commission européenne accepte ce qui a été d'ailleurs un combat pour le coup français depuis des années et des années. Donc ça, c'était le plan qui avait été annoncé. En fait, il vient à peine de démarrer. C'est-à-dire que la Commission a présenté la répartition. Alors la Pologne, je crois, est le premier bénéficiaire. La France pourrait toucher jusqu'à 16 milliards d'euros, donc ce qui n'est pas neutre. Mais les projets sont encore à développer. Il y a aussi, pour terminer, des motifs quand même d'espérance ou de réjouissance depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine. Il y a eu tout le plan sur, vous vous souvenez, le fait de booster la production de munitions. Absolument, Europe, les obus de 50. Et qui avait été lancé en 2023. Et l'objectif de se dire, il faut qu'on puisse produire chaque année... C'était 2 millions d'obus. Et en fait, cet objectif a été atteint l'an dernier. Donc il y a quand même, sur la construction d'une Europe industrielle de la défense, des progrès. On est encore loin, et en termes de volume financier, c'est lié aussi à nos capacités budgétaires, et en termes d'interopérabilité. Et ça, c'est un véritable sujet, un des problèmes de l'industrie de défense européenne. On progresse, on n'a pas les mêmes normes. Il va falloir mettre un coup d'accélérateur. Encore une fois, on n'a pas les mêmes normes, encore et toujours ce problème de normes et d'unification du marché européen. Oui, et puis on aura des coûts plus élevés parce que chaque pays a ses chantiers navals et on ne veut pas renoncer, ce qui est assez compréhensible, à sa force de frappe. Chacun des pays veut conserver ses chantiers navals. Donc quand les États-Unis en ont 3, on en a une quinzaine, je crois, au total. Donc ça crée aussi des sources de coûts, il n'y a pas d'économie d'échelle. Mais c'est vrai que l'effort a quand même été déjà substantiel. En France, effectivement, le budget de la défense est passé de 32 milliards de mémoire en 2017 à... de budget à peu près doublé. Il aura doublé 68 milliards pratiquement, 68 milliards cette année. Donc c'est considérable, il a pratiquement doublé. Donc l'effort il est là. Après ce qui manque surtout c'est une Europe qui a une capacité, une crédibilité en termes de défense de façon autonome. Je veux dire aujourd'hui la défense européenne c'est l'OTAN, c'est sous commandement américain. Quand est-ce qu'on crée un OTAN européen? On a longtemps réfléchi à créer une armée européenne. On a essayé de faire des bataillons communs avec l'Allemagne, bilingue. Ça a toujours été très compliqué. Mais c'est pas la bonne approche, c'est pas la bonne vision. La bonne vision, c'est l'OTAN, c'est-à-dire un système interopérant. Chacun garde ses forces, mais interopérant effectivement. Et on cherche pas à mutualiser, à mélanger les équipes et les forces. Et donc il manque effectivement un OTAN européen indépendant des États-Unis, avec une capacité à se projeter. La crise avec le Groenland actuellement le montre très bien. Enfin, si l'Europe avait une crédibilité en termes de défense, il y aurait déjà un certain nombre de forces militaires qui seraient déployées près du Groenland pour dire à nos amis américains, attendez, attention quand même, c'est chez nous. Et or, on n'est pas capable de le faire. Et pour
Ludovic. Je vais un peu plus loin que Denis et ce défaitisme que je provoque dans une volonté de choc, hein, c'est pas un état de pensée. Pour éveiller les consciences. Pour éveiller les consciences. Non, mais c'est-à-dire que Denis dit quelque chose, on va aller jusqu'au bout de la pensée, qui me semble évidente, c'est le rôle de l'Europe dans la défense. Oui. En fait, aujourd'hui, progressivement, de mois en mois, on voit qu'il manque une structure intermédiaire entre l'OTAN, qui, de la mort cérébrale, est en train de sombrer dans un coma de plus en plus profond. Et Emmanuel Macron avait vu juste dans ce... En 2019, dans une interview à The Economist, ça a 6 ans déjà, 6 ans, 7 ans. Ce qui manque entre l'échelle nationale et l'OTAN, qui était le parapluie suprême, on va dire, c'est l'Europe, au-delà de faire des contingents qui n'arrivent pas à se comprendre en termes de manœuvre, parce qu'il y a des différences de langue et même de normes, c'est de dire maintenant, si l'Europe veut rentrer dans le siècle, qui est en train de vraiment de débuter en 2025, elle doit aussi, c'est pas juste c'est de la défense économique, mais c'est aussi du militaire. Ce que disait Raymond Aron il y a plus de 50 ans, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Mais ce qui est vrai, c'est que le mandat aujourd'hui de l'Union européenne, la Commission européenne, c'est pas ça. C'est d'administrer une zone de libre-échange, uniquement. Et donc, il y a probablement besoin, effectivement, de marquer une étape supplémentaire qui n'est pas facile à faire accepter, forcément, parce qu'il y a des enjeux de souveraineté, de qui décide, comment, etc. Mais c'est probablement une nécessité dans le monde actuel. L'ADN de construction de l'Europe dès l'origine était de faire la paix entre nous, construit sur un partage de l'économie. Ces deux fondamentaux sont totalement pulvérisés dans le monde moderne. La défense de la paix, y compris du droit international, reposera sur la capacité des puissances démocratiques libérales à imposer justement leur puissance. Et pas que géopolitique. Dans le camp de Thomas Hobbes, c'est plus d'Emmanuel Kant qui semble avoir été définitivement enterré en 2025. Non, mais c'est ce qui permettra aussi de défendre le droit international à l'échelle internationale et pas que des paroles sur des plateaux télévisés comme celui-ci. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Enfin, civis pacem parabellum. Enfin, c'est connu depuis l'Antiquité. Qui veut la paix prépare la guerre. On est obligé, effectivement, pour se défendre par rapport à des puissances hostiles comme la Chine, la Russie, malheureusement un peu les États-Unis certains jours sur le Groenland. Je pense que ça n'ira pas plus loin que des paroles, mais on est obligé d'avoir une autonomie stratégique, militaire qu'on n'a pas aujourd'hui. Et effectivement, l'Europe doit avoir un mandat dans ce domaine-là.